Thierry Solaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains des Hauts-de-Seine et vous êtes en charge de la primaire à droite. On va parler de foot, bien sûr. Pour commencer, la France éliminée hier en finale de l'Euro face au Portugal. Est-ce que vous avez suivi le match? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Déception, bien sûr, comme tous les Français. Mais bon, on a eu une belle équipe qui a fait une belle compétition avec un bon esprit. Moi, j'étais heureux de voir tous ces joueurs alignés au démarrage, qui chantaient tous la Marseillaise. Et ils ne le chantaient pas d'une manière obligée. Et c'est ça que je retiens. Je vous remercie aussi tous ceux qui ont organisé, notamment je pense aux forces de l'ordre, qui dans le contexte actuel ont vraiment été largement mobilisés. Tout s'est bien passé, donc voilà, c'était une belle compétition. Alors, Patrick Kenner, le ministre des Sports, s'en est félicité également. On l'écoute. Le gouvernement n'a pas à récupérer un événement sportif. Il a à tout faire pour que l'événement se déroule dans de bonnes conditions, ce qui a été le cas. Le peuple s'est rassemblé. Sur le plan médiatique, on aura battu tous les records. En termes de téléspectateurs, 7, 8 milliards peut-être de téléspectateurs. Les fan zones ont bien fonctionné. C'est vrai qu'à droite, vous aviez dénoncé les fan zones. Certains ne voulaient pas qu'on en organise. Finalement, tout s'est bien passé. Oui, il y a eu quelques débordements, mais ça s'est bien passé. Il y avait un risque à le faire. Écoutez, moi, je ne cherche pas les polémiques. Et je veux dire que François Hollande n'est pas responsable de la défaite, tout comme il n'aurait pas été responsable de la victoire. Mais voilà, on est tous rassemblés derrière l'équipe et on a été déçus hier. C'était pas leur soirée. Mais pour autant, c'est une très belle équipe de France à l'occasion de cet Euro que nous avons constaté. Certains à droite ont quand même dénoncé une récupération politique. Est-ce que vous trouvez que François Hollande a essayé de ramener l'événement à lui? Est-ce que le gouvernement a essayé de tirer parti finalement de ce parcours des Bleus? Je ne veux pas dire cela, mais de toute façon, ça serait dérisoire de vouloir faire cela. Le gouvernement, il est jugé sur ses résultats et pas sur la qualité d'une équipe dont il n'a pas beaucoup de responsabilités. Que l'équipe soit bonne, c'est le sélectionneur, c'est les joueurs, c'est le collectif. C'est pas le gouvernement de la France qui, lui, sera jugé sur le chômage, sur le pouvoir d'achat, sur l'insécurité, sur l'autorité de l'État. C'est normal donc que François Hollande reçoive les Bleus aujourd'hui à l'Élysée? Tout à fait normal, oui. Oui, ils doivent défiler aussi, les Bleus, avenue Foch, sur les Champs-Élysées? C'est à eux de voir ce qu'ils veulent faire, mais en tout cas, ils ont eu vraiment une mobilisation des Français derrière eux. Ça a été une très belle compétition. Alors, une question sur Abdeslam, Salah Abdeslam, qui est l'auteur, en tout cas, cerveau des attentats du 13 novembre. La semaine dernière, vous avez dénoncé les conditions de détention de Salah Abdeslam dans sa prison de Fleury-Mérogis, et notamment une salle de sport privée. Il y a l'avocat de Salah Abdeslam qui a indiqué son intention de porter plainte. Est-ce que vous avez reçu une plainte? Non, nullement, mais tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est de savoir ce qui se passe dans nos prisons, et moi je fais mon travail, comme tous mes collègues parlementaires. Je vais très régulièrement dans les maisons d'arrêt, dans les prisons, pour voir ce qui s'y passe. Et à Fleury-Mérogis, c'est 200% de surpopulation carcérale. Ça veut dire que vous avez 2 fois plus de gens que de places, et que quand vous êtes un nouvel arrivant à Fleury-Mérogis, dans une chambre de 2, il y a déjà 3 personnes, et on vous met un matelas par terre, et on vous dit que c'est votre chambre à vous, enfin c'est votre lit, et que Salah Abdeslam, lui, bien sûr, a des conditions très différentes. Mais vous trouvez qu'il a un traitement de faveur? Non, mais je n'ai pas dit cela, moi. Vous avez dit qu'il avait une salle de sport personnelle, en fait, il y a un rameur dans une... Je l'ai constaté. J'ai constaté en tout cas qu'il était à l'isolement, ce qui est bien naturel, qu'il y avait une cellule qui était là pour le vidéo surveiller toute la journée, pour qu'il n'attende pas à ses jours. Les Français ont bien sûr droit au procès de Salah Abdeslam. Et puis il a une salle qui a été aménagée avec un rameur et demain d'autres équipements. Alors on me répond que la loi prévoit que même les détenus à l'isolement puissent avoir accès au sport. Même Georges Fenech, votre collègue Les Républicains, a dit qu'il ne fallait pas laisser entendre qu'il y avait de traitement de faveur pour ce détenu. Moi je vois au-delà de la gauche et de la droite tout le monde qui comprend la position que j'ai dénoncée. Et deuxième chose, je veux rappeler que c'est pas une loi, c'est une circulaire. Je sais que ça fait partie de la loi, mais que vous savez, la loi elle ne dit pas qu'on ne vit à 4 dans une cellule de 2. Et quand vous êtes à l'isolement, je crois que c'est d'ailleurs le cas de Jérôme Kerviel qui a passé plusieurs mois à la maison de Fleury-Mérogis à l'isolement, il n'a pas une seule fois eu accès à une salle de sport. Donc vous voyez, moi j'attendais une réponse. Écoutez, le gouvernement considère que tout ça est normal. Moi, ce que je ne cherche pas à polémiquer, j'essaye de faire mon travail. Vous savez, nous, on est les représentants du peuple français. On est là pour aller voir ce qui s'y passe. Et la loi, maintenant, permet aux journalistes de nous accompagner. Et c'est très sain ainsi. On ne peut pas crier tous les jours sur tous les toits transparence, et ne pas vouloir voir la réalité de ce qui se passe dans nos prisons. Pourquoi il y aurait un privilège, finalement, pour Salah Abdeslam? Mais je n'ai pas utilisé tous ces mots, madame. Moi, j'ai écrit au garde des Sceaux pour demander les conditions qui ont prévalu au fait qu'on fasse cela. Encore une fois, je comprends parfaitement qu'il soit à l'isolement. J'ai compris d'ailleurs qu'il y avait eu des contacts entre Salah Abdeslam et d'autres détenus. La nuit, ils se parlent à travers des barreaux. Ils ont réorganisé donc les cellules à l'isolement pour qu'ils soient moins près d'autres détenus. Tout ça, il n'y a pas de polémique de ma place, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il a, de toute évidence, je l'ai constaté, alors que nous ne le savions pas, une salle qui lui a été aménagée pour lui permettre de faire du sport, ce qui n'est pas le cas des autres détenus. Vous savez, quand vous êtes 4000 dans une prison de 2000, l'accès à la salle de sport, c'est une théorie.
Vous avez dit qu'il regardait la télé-réalité, qu'il se levait vers 11 h, qu'il avait le Coran comme livre de chevet. Est-ce que tout ça, c'est pas une atteinte à la vie privée? C'est ce que dit son avocat. Vous savez, atteinte à la vie, Salah Abdeslam, il a attenté à la vie de 140 personnes manifestement. Hein. Pour autant, lui aussi a droit à... Mais bien sûr, on a tous des droits. Moi, je pense surtout aux victimes dans cette affaire. Salah Abdeslam, il est en détention, très précisément vidéosurveillé toute la journée. Et j'attends, comme tous les Français, le procès de Salah Abdeslam, parce que les Français et les victimes, notamment, ont le droit à ce procès. Vous avez vu les bandes vidéo? Oui, bien sûr, j'ai eu accès à ce qui est d'ailleurs l'administration pénitentiaire le permet, à la salle dans laquelle il est vidéo protégé. Alors on va parler de la primaire à droite, puisque vous êtes garant de la bonne organisation de cette primaire. Vous êtes en charge en tout cas de cette organisation. Bonne organisation, vous avez noté. Bonne organisation, c'est pas tout à fait ce que dit Nathalie Kosciusko-Morizet. Je vous propose qu'on l'écoute. Les parlementaires, le problème, c'est plutôt les pressions qui sont exercées sur eux. Il y a beaucoup de parlementaires qui hésitent en fait aujourd'hui à afficher un soutien. Et d'ailleurs, moi, j'ai un certain nombre de parlementaires qui m'ont donné leur parrainage en m'autorisant à le déposer. Donc, je les ai déposés auprès de la haute autorité en me disant, on préfère combien vous en que avez ce soit déposé, su le plus tard possible. J'ai dit, j'en suis un peu plus de la moitié sur les parlementaires. Est-ce qu'il y a des pressions qui sont exercées sur les parlementaires? Est-ce que c'est exact ce que dit Nathalie Kosciusko-Morizet? Non mais, vous savez, le principe pour l'élection présidentielle en France, c'est qu'on doit avoir des parrainages. Vous pouvez pas être candidat Brigitte Boucher vous-même à la présidentielle si vous n'avez pas 500 parrains. C'est pareil pour les primaires. Et c'est des parrainages qui sont publics. Les députés, les maires, les conseillers régionaux, ils peuvent parrainer un candidat à la primaire s'ils se reconnaissent dans nos valeurs. Des pressions. Enfin, écoutez, quand vous êtes parlementaire, je crois que vous avez passé l'âge depuis longtemps d'avoir des pressions. Vous faites les choses en conscience. Il y a quand même des investitures au bout. Mais pas du tout. Quand vous êtes député, vous êtes par nature réinvesti. Vous avez noté que c'était la règle à droite. Et donc, il n'y a aucun changement, il n'y a aucun parallèle à faire entre les investitures et les primaires. Mais par contre, quand vous êtes parlementaire, quand vous parrainez un candidat, vous envoyez à vos propres électeurs le signal, voilà celui ou celle que je désigne comme étant le mieux à même de nous représenter à la présidentielle. Vous savez, on cherche le prochain président de la République française. Dans un pays où il y a 8 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, des attentats de terrorisme, régulièrement malheureusement. Et c'est pas rien, voilà. Et donc, moi je dis à Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a de grandes qualités, elle cherche ses parrainages, comme tout le monde, comme Nicolas Sarkozy s'il annonce sa candidature, comme Alain Juppé, comme François Fillon, comme Bruno Le Maire, comme Jean-François Copé. Et c'est aux parrains de décider qui sera sur la ligne de départ. Nous viendrons avec la haute autorité vous annoncer ça le 21 septembre, ceux qui auront réussi à rassembler les fameux parrainages. Alors pour réunir ces parrainages, encore faut-il être informé. Nathalie Kosciusko-Morizet dit que le parti, dit que le site internet, notamment des Républicains, n'informe pas suffisamment, que le parti n'envoie pas de mail à ses militants, à ses adhérents. On a envoyé un mail, le parti a envoyé un mail que j'ai signé d'ailleurs avec Anne Leval, la présidente de la haute autorité, à l'ensemble des adhérents en leur donnant le formulaire de parrainage. Et il y aura un journal spécial du magazine des Républicains qui sera envoyé en juillet à tous les adhérents avec le formulaire de parrainage. Ils auront ensuite les parrains jusqu'au 9 septembre pour envoyer ce formulaire de parrainage. Encore une fois, on cherche le prochain président de la République. Et l'organisation, elle est largement partagée. Sur le site internet, c'est vrai que c'est pas en une en fait, alors que c'est quand même l'événement majeur chez vous à droite. C'est en une sur le site de la primaire. Et c'est ça qui compte. Et encore une fois, tous les adhérents ont reçu par mail le formulaire de parrainage et ainsi que le journal. Et encore une fois, nous cherchons le prochain président de la République. Je conçois que ce soit difficile pour certains de recueillir ces parrainages, mais c'est fait pour. Nous ne voulons pas faire un casting, nous ne voulons pas aligner 10-15 personnes. Nous souhaitons sélectionner parmi des présidentiables celles ou ceux qui pourront concourir pour à la fin être rassemblés. Nous avons des grands talents dans notre famille politique. Un ancien président, des anciens premiers ministres, un ancien ministre comme Bruno Le Maire, Jean-François Copé, Nathalie Kosciusko. C'est pas à moi de dire qui est en capacité d'aller à cette primaire. C'est aux parlementaires, aux adhérents, aux maires de France, aux conseillers régionaux et départementaux. Alors le parti a adopté un projet il y a quelques jours, mais aucun candidat finalement ne se reconnaît dans ce projet. Est-ce que c'est pas bizarre de faire un projet alors que justement il va y avoir une primaire pour différencier chaque candidat? Mais le choix de la primaire, c'est le choix d'un homme et d'une femme, c'est bien sûr le choix de son projet qui va avec, de sa méthode et de son calendrier. Mais qu'est-ce que vous ne m'auriez pas dit, Brigitte Boucher, si à l'occasion de nos primaires, le parti politique Les Républicains ne travaillait pas à une base idéologique en vue de l'élection présidentielle? Je vous rappelle d'ailleurs que à chaque élection, ça se passe comme ça. Nicolas Sarkozy, en 2012, a été candidat à l'élection présidentielle au renouvellement de son mandat. Le parti politique avait travaillé à un projet.
Sauf qu'il a l'air de représenter que Nicolas Sarkozy, ce projet. C'est le projet des adhérents, qui a été travaillé par les adhérents, qui a été mis au vote, et c'est une base de travail qui est celle des adhérents des Républicains. Mais vous avez noté que la primaire, elle n'est pas ouverte qu'aux adhérents, c'est la primaire ouverte à tous nos électeurs, et on attend des millions de Français, parce que tous ceux qui nous écoutent, ils auront un bureau de vote près de chez eux. Il y aura autant de bureaux de vote en France qu'il y a de stations-service. Vous voyez, donc ça sera très simple d'en trouver un près de chez soi, et c'est les Français qui viendront choisir le candidat unique de la droite et du centre. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'être rassemblés à l'occasion de l'élection présidentielle. Si on a plusieurs candidats de notre famille, on prend le risque de ne pas être au second tour. Alors la primaire, c'est pas l'alpha et l'oméga de tout. C'est pas la primaire qui va redresser le pays. La primaire, elle crée les conditions du rassemblement pour en avoir un seul. Après, le vainqueur, lui, devra tenir les engagements pris. Il ne devra pas faire François Hollande, avoir promis A et faire Z. Vous dites les conditions du rassemblement. On a déjà entendu Henri Guénaud qui disait que s'il n'obtenait pas les parrainages suffisants pour se présenter à la primaire, il irait directement à la présidentielle. Est-ce que vous craignez des candidatures dissidentes à droite ? En rien, parce que vous savez noter que pour être candidat à la primaire, il faut 250 parrainages. Et pour être candidat à la présidentielle... Surtout 20 parlementaires, ce qui est assez compliqué. Tout le monde dit ça, mais c'est pas plus compliqué d'avoir 20 parlementaires que 230 maires. Et les maires de France, les conseillers régionaux, ce sont des élus comme les autres. Et ils sont 230 à devoir parrainer un candidat en plus des parlementaires. Donc c'est impossible d'avoir 500 parrainages. Donc quand vous n'arrivez pas à en avoir 250, il est peu probable que vous arriviez à en avoir 500. Donc ce sera verrouillé d'office. Mais c'est fait pour. C'est fait pour. On dit à tous ceux qui envisagent, qui se sentent en capacité, c'est pas rien, hein, vous savez, de se sentir en capacité d'être président de la République dans un pays qui connaît tant de difficultés, plutôt que de créer de la division, présentez-vous aux primaires. Et les Français viendront par millions choisir celui ou celle qui nous représentera. Et chacun s'engage, quand il est candidat aux primaires, sur l'honneur, à soutenir le vainqueur. Et je suis certain que tout le monde se rassemblera le 28 novembre au soir derrière celui ou celle qui aura gagné la primaire. Alors vous soutenez à titre personnel Bruno Le Maire. Il a ciblé en Vendée Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça veut dire qu'il se voit déjà en troisième homme ? Non, Bruno Le Maire, il se voit pas en troisième homme. Bruno Le Maire, il est candidat à la primaire pour la gagner. Moi, j'ai été proposé par ce comité d'organisation parce que je suis proche de Bruno Le Maire. Dans un souci de transparence, je vous l'ai déjà dit, je parraine Bruno Le Maire en tant que parlementaire. Après, je ne prends pas part à la campagne des uns et des autres parce que mon rôle n'est pas celui-là. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que nous avons un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, 2 anciens premiers ministres, Alain Juppé, François Fillon, que Bruno Le Maire, de toute évidence, et de la nouvelle génération, est une des grandes personnalités qui émergent et qui ont capacité de proposer un projet pour redresser le pays. C'est les millions de Français qui vont venir le 20 novembre. Et ceux-là, ils vont voter, ils vont choisir, et on se rassemblera derrière Bruno, derrière Nicolas, derrière François, derrière Alain, derrière Nathalie, derrière Jean-François. Je vais en oublier à coup sûr, donc je vais encore me faire gronder. Parce qu'il y en a beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup. À ce stade, ce sont des candidats à la candidature. Mais vous verrez que sur la ligne de départ, il risque d'y en avoir 5 ou 6. Et qu'à la fin, il n'y en aura qu'un, c'est ça l'objectif de la primaire. Alors Bruno Le Maire fustige la proposition du projet Les Républicains de revenir sur le non-cumul des mandats. Pourtant, je suis allée vérifier, en 2013, il n'a pas voté cette loi socialiste pour le non-cumul. Donc, où est la colonne vertébrale finalement ? Vous savez, vous pouvez des fois pas voter une loi alors que sur le principe, vous êtes d'accord avec des choses. Moi-même, par exemple, je l'ai voté, cette loi. Moi, j'ai voté la loi socialiste qui restreint le cumul des mandats, parce que je considère qu'on ne peut pas être maire d'une grande ville de France, président de région, président de département et parlementaire en même temps. Et je note d'ailleurs que depuis les dernières élections, tous ceux, je pense notamment à Valérie Pécresse, alors rien ne l'y obligeait, ont été élus président de la région Île-de-France. Elle a démissionné, bien sûr, de son poste de parlementaire. Bruno Le Maire, lui, ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il avait proposé à l'occasion du vote. C'est qu'il y ait un truc plus global qui soit mis en œuvre, avec réduction du nombre de parlementaires. On est beaucoup trop nombreux dans cette maison, de toute évidence. On travaillera beaucoup mieux si on est beaucoup moins nombreux, et plein d'autres choses. Et c'est ça, au fond, qui va être le débat de la primaire. C'est quand même pas très cohérent. Vous l'admettrez, non ? Ah si, moi je trouve ça... Bruno, il est cohérent depuis le premier de ne pas jour. voter la loi, et regardez-vous, Parce que, vous avez voté cette on loi. a des nuances parfois, mais globalement, Bruno Le Maire, sur ces sujets institutionnels, c'est un grand pan de son travail. Il propose vraiment une révolution. De la fonction publique. Il a la démission de la fonction publique pour les hauts fonctionnaires qui font de la politique. On ne peut plus continuer comme ça non plus. Diminution du nombre de parlementaires, la parité qui devient une nécessité impérieuse. On ne peut pas être s'autoproclamer représentant du peuple français et à ce point-là ne pas avoir des gens qui représentent toutes les générations et tous les Français. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de concentration dans la catégorie des 60-70 ans et pas assez chez les actifs. Tout ça, c'est ce que porte Bruno Le Maire. La campagne de la primaire, elle va servir à ça, dire les choses clairement. Et puis après, les Français, ils vont venir dans des bureaux de vote, ils vont choisir. Et encore une fois, on se rassemblera derrière le vainqueur. Alors la parité, c'est vous qui en parlez. Au Conseil national, il n'y a pas eu de vote sur les investitures, mais il y a à peu près 90% des investitures qui sont déjà décidées. Est-ce que sur ces 90%, il y a 50% de femmes ?
Alors, j'ai pas suivi dans le détail la répartition, mais en tout cas, je sais que c'est une nécessité impérieuse. D'abord, moi, je pense politiquement, mais en plus, ça l'est juridiquement. Les Républicains ont été au pouvoir pendant 10 ans, donc il y a eu peu de renouvellement chez les parlementaires, et donc il y a peu de femmes. Et aujourd'hui, la feuille de route qui avait été donnée à la commission d'investiture, c'est dans les nouvelles investitures, beaucoup plus de femmes que d'hommes, pour justement arriver à cet équilibre. Sauf qu'il y a la règle des sortants. Sauf qu'il y a la règle des sortants, mais tous ne se représenteront pas avec cause de la loi sur le non-cumul, parce qu'ils garderont peut-être leur mairie, leur département. Et donc on va arriver à une situation qui devra respecter bien sûr la loi, et puis surtout qui donnera une image plus normale au fond de ce qu'est la France. Elle est composée, la France, de gens de toutes les générations et des deux sexes à parité. Ça veut dire que ces investitures, elles vont évoluer suivant le gagnant de la primaire aussi? Ben d'abord, il y en a quelques-unes qui ne sont pas données. Mais vous savez, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de liaison, moi, entre le choix que vont faire les Français de droite le 20 et le 27 novembre pour notre candidat, et puis derrière le choix des candidats aux législatives. C'est pas parce que, souvent, vous savez, la personne émerge localement. Je pense à la ville de Limoges. La ville de Limoges, elle a été pendant 107 ans à gauche. Le député est socialiste. C'est à l'équipe municipale de Limoges, avec le maire, le premier adjoint, de décider qui est le mieux à même de représenter la droite et le centre à Limoges. C'est pas le choix du candidat à la primaire qui fera cela. Merci Thierry Solère d'avoir été notre invité ce matin, député Les Républicains des Hauts-de-Seine et chargé de la primaire à droite. Très bonne journée à vous.